L'intelligence informatique n'a pas été conçue pour prendre le virage de l'an 2000. La course contre la montre est amorcée. Bien, bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 3 janvier et ça me fait très plaisir de vous présenter ce premier mot du vendredi de l'année 2025. Et le thème choisi pour ce premier mot du vendredi, c'est le bug de l'an 2000. Pour les plus vieux d'entre vous, est-ce que vous vous souvenez du bug? Le bug de l'an 2000, c'était toute une affaire. L'arrivée du nouveau millénaire pourrait cependant être catastrophique si rien n'est fait. Dans le fond, la crainte, l'hystérie collective venait du fait que les gens se disaient « L'année 2000, ça va faire péter l'informatique ». Plusieurs ordinateurs n'étaient pas programmés pour pouvoir passer l'an 2000, en fait, pour pouvoir traiter des dates après 1999. En d'autres mots, une majorité des ordinateurs vendus avant la fin des années 90 n'étaient pas programmés pour des années à 4 chiffres. Donc, on craignait des bugs informatiques partout dans le monde au passage au nouveau millénaire. Plusieurs avions, les radars, les systèmes de GPS, même certaines centrales nucléaires, pour donner un exemple, avaient certaines fonctions qui se basaient sur une horloge interne. Et là, si l'horloge interne ne fonctionnait pas comme du monde, il y aurait pu y avoir des problèmes très, très graves là, dans certains domaines de la société. Et là, il a fallu se préparer. Par exemple, voici la cellule de crise de la Ville de Québec à l'époque. Jacques Perron faisait partie. La Ville avait comme obligation d'abord de faire un relevé de l'ensemble de ses besoins, de sa faiblesse informatique et de voir quelles mesures on pourrait prendre pour compenser ce type de problème-là s'il survenait. On craignait de perdre l'électricité partout dans la ville, que les gens doivent être secourus, que les usines de traitement d'eau ne fonctionneraient plus. Mais ça, c'est à l'échelle municipale. Pensez à plus grande échelle maintenant. Le soir du 31 décembre 1999, les plus hauts dirigeants étaient appelés à travailler. Le ministre Bernard Drinville était journaliste à l'époque et il détaillait les mesures prises par le gouvernement canadien. Le Canada est prêt à affronter le bug de l'an 2000. C'est quand même incroyable de voir à quel point ça a été majeur. Et ceux qui ont géré la crise disent que toute la préparation était nécessaire. On ne panique jamais trop dans ce genre de situation-là. C'est toujours mieux d'être préparé. Et c'est pas vrai de dire qu'il ne s'est absolument rien passé, même si c'est quand même anecdotique. Mais il y a des gens qui ont eu des gros problèmes avec l'expiration de leur carte de crédit. D'autres aussi allaient porter, exemple, un livre ou un DVD qu'ils avaient emprunté à la bibliothèque et avaient un reçu comme quoi ils étaient en retard de 100 ans. Bon, le 1er janvier 2000, aucun scénario catastrophe ne prit forme au Canada. Mais le passage au nouveau millénaire aura coûté 2,5 milliards de dollars aux contribuables canadiens. Ce qui est très intéressant avec ce phénomène, c'est un phénomène qu'on voit souvent ça lorsqu'on a un groupe, et on parlait d'hystérie collective, et moi-même j'ai eu la chance de faire partie de cette hystérie collective-là, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir 25 ans plus tard que ce fameux bug de l'an 2000-là a encore confirmé les théories de Daniel Kahneman sur les biais cognitifs. J'en parle souvent parce que c'est un élément clé là, dans mon travail, puis dans le travail qu'on fait, c'est d'essayer de comprendre quels sont les raccourcis que le cerveau fait. Donc, qu'est-ce que c'est les biais cognitifs? C'est que le cerveau fait des raccourcis dans le but de mieux comprendre. Et l'histoire du bug de l'an 2000, il y en a eu un paquet. C'est-à-dire, en premier, des biais comme le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est persuadé qu'une chose est vraie, on va revoir seulement ce qui est vrai pour confirmer notre idée. Et pire que ça, plus important que ça dans le cas de l'an 2000, c'est qu'on a vu l'escalade de l'engagement. Qu'est-ce que c'est l'escalade de l'engagement? C'est qu'à un moment donné, par réflexe, notre cerveau, lorsqu'il a pris une décision d'aller dans une direction, mais c'est compliqué pour lui de se dédire, et en particulier lorsqu'il a engagé des énergies, mais aussi des sommes dans cette direction-là, ce qui fait que cette escalade de l'engagement-là nous force à continuer le chemin, même si quelque part on n'est pas sûr que c'est vrai, et même plus important que ça, des fois on est convaincu que c'est vrai, alors que tout le monde dit que c'est faux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit encore, on l'a vu avec notre fameuse pandémie il y a 5 ans, cette fameuse escalade de l'engagement, c'est-à-dire que d'un camp, les gens qui étaient pro-mesure, c'était déjà dit dans l'idée qu'il en fallait plus, donc on ne pouvait pas revenir derrière, et au même niveau, les gens qui étaient anti-mesure aussi, c'était déjà commis. Fait que finalement, à un moment donné, on est arrivé dans vraiment un turmoil où tout le monde s'est opposé simplement à cause de ces fameux biais cognitifs-là. Donc,
Mon message pour 2025, c'est que les biais cognitifs, ils existent. Ils seront là, ils seront toujours présents. C'est notre cerveau qui les crée. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'être critique. C'est-à-dire que nous-mêmes, de se challenger, ou si on n'est pas capable de se challenger nous-mêmes, d'aider des gens, d'amener des gens autour de nous pour challenger les idées, pour nous convaincre, non pas nous convaincre, mais dédire ce qu'on fait et pouvoir challenger. C'est difficile, c'est exigeant, c'est compliqué, mais je pense que c'est la seule façon d'avancer et c'est la seule façon d'éviter de faire des erreurs. Donc, je vous souhaite à tous une bonne année 2025. Profitez-en bien et on se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde!